Alors, parler après Pierre Bahurel et le président de la République, c'est un peu difficile. Mais je vais quand même essayer de faire une conclusion un peu orientée, et je vais aller un peu vite, puisque par définition, je vais répéter certaines choses. Bon, alors, mon propos, c'est surtout d'analyser un peu les facteurs des succès, et puis de regarder un peu ce qu'ils nous disent pour l'avenir, et d'esquisser une perspective qui a déjà largement été abordée par d'autres. Alors, une des caractéristiques du pôle toulousain, on pourrait parler d'écosystème, c'est sa capacité à intégrer la science, l'ingénierie des systèmes complexes, les satellites en particulier, mais pas seulement, l'innovation, qu'elle soit technologique ou autre, et la coopération. Et c'est grâce à ça que des percées qui ont été décisives pour le futur se sont produites ici. Alors je donne deux exemples. Alors je pourrais commencer plutôt par la validation du premier Altimètre compact, c'est ce dont a parlé Albert Sfero. Bon, 1,5 cm et puis aujourd'hui 5 mm, mais ça c'est l'altimètre. Et en fait, l'exploit de l'intégration de la science, de l'ingénierie et du reste, c'est d'avoir ramené un bilan d'erreur instantané sur la topographie de surface par rapport à un référentiel absolu de 13 cm, on l'a divisé par 10 avec Topex Poséidon. Et ça, c'est pas l'altimètre seulement, c'est tout le travail scientifique qui a été fait sur les corrections d'orbite, sur les corrections de marée, sur le biais électromagnétique, qui était le facteur dominant des erreurs. Alors je veux citer une anecdote, puisque quand on a lancé Topex Poséidon, il y avait un brillant océanographe à Brest qui s'appelait Alain Collin de Verdière, qui disait « si vous ne faites pas 1 cm, moi ça ne m'intéresse pas ». Eh bien on a fait 1 cm. Et ça, c'est cette intégration. L'autre élément fondateur, Pierre l'a montré, c'est Mercator, la première prévision globale, puisqu'il a montré la première qui n'était pas globale, mais c'était en 2005. Et c'est ça qui a ouvert la voie à des nouveaux services opérationnels. Évidemment, il y avait un acquis fort avec Météo France et d'autres, et pour l'observation, et puis les services d'information numérique. Bon, alors je ne reviens pas là-dessus, vous l'avez vu. Ça, c'est ce qu'a montré, en 10 ans, on est passé d'un brainstorming à une réalité. Alors après, ça c'était 1990-2010 en gros. Mais après, il y a eu consolidation de l'existant au niveau des services opérationnels. Et puis il y a eu un nouvel essor. Et c'est l'essor de l'océanographie opérationnelle au premier chef, mais pas seulement. Et ça, c'est la capacité à intégrer des compétences entre les composantes du pôle toulousain, mais aussi avec d'autres pôles. Et c'est un peu le message de Pierre, c'est la capacité à travailler avec les autres, qui est essentielle, et encore plus essentielle en Europe. Alors je vais donner quelques exemples. Alors intégrer les compétences, vous allez visiter le 6MF tout à l'heure, ça c'est une intégration de compétences plutôt locale, sachant que le CHOM est arrivé à Toulouse en 86, comme l'a rappelé Laurent Kerléguer. Et puis, je vais y revenir, il y a d'autres éléments. L'opération in situ, c'est Brest. Et il fallait bien intégrer tout ça pour réussir. Et Argos a d'ailleurs fait un lien entre les deux. Ensuite, le deuxième facteur de succès, qui est tout aussi essentiel, c'est la capacité à construire des partenariats au niveau européen. Et Pierre a insisté sur le sujet, c'est indispensable. Les sujets dont on traite sur l'océan, ils sont européens. Donc c'est vrai pour l'altimétrie, c'est vrai pour les services numériques, et c'est aussi vrai pour l'industrie, mais ça c'est plus classique. L'industrie européenne est assez intégrée. Alors, bon, vous avez vu la vigilance, ça vous donne de l'historique, c'est la simulation avec des prévisions affinées. Alors le lien entre Brest et Toulouse, c'est très bien illustré par Argos, qui relaye toutes les données in situ, les bouées, mais qui aussi relaye des données sur le vivant, pour qu'elles soient intégrées dans les modèles que font tourner Mercator. Donc c'est vraiment une intégration. Alors au niveau de l'Europe, si on commence par l'altimétrie, eh bien, on est passé de Topex Poséidon, qui était une mission franco-américaine, à Jason, qui était toujours franco-américain, mais on a su intégrer les agences opérationnelles en Europe et aux États-Unis. C'est là que sont apparus la NOAA et EUMETSAT. Alors, le logo de METSAT est foiré, c'est normal, c'est freudien. Puis, l'Union européenne. Et on est passé d'une logique où on décidait, et c'était difficile, mission par mission, ce qui était quand même complexe, et il y a eu des miracles, je dois dire, à une logique aujourd'hui, avec Copernicus, où on décide des séries de missions.
Alors ça, c'est l'altimétrie de haute précision, mais aujourd'hui, on a une vraie constellation avec différentes orbites, et ça a été montré par différents orateurs, qui permet d'avoir une contrainte assez forte sur les modèles d'océan. Alors, les partenariats européens, c'est aussi dans le domaine des services numériques. Là, je suis revenu un peu en arrière. C'est à l'époque où, Pierre, tu n'avais que 3 millions à l'échelle européenne. C'est MyOcean, c'est le dernier projet précurseur à Mercator. Et il a fallu quand même concevoir et intégrer des partenariats un peu compliqués, quelquefois avec des conflits d'intérêts sur certaines zones, si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est MyOcean, dont vous voyez, il y a la France, l'Angleterre, le Danemark, la Norvège, l'Italie, l'Espagne, et il y avait même un peu l'Ukraine, parce que dans le programme de cadre de recherche, c'était possible. Alors, l'essor opérationnel des services, vous avez vu des réalités techniques, il y a aussi des réalités de mesure d'audience, donc 39 000 abonnés, 450 000 visiteurs par an pour Mercator, pour le service Copernicus. Alors si on regarde les enjeux d'aujourd'hui, ils sont pas forcément changés, mais il y en a qui ont pris une acuité plus forte. D'abord, il y a la dégradation de la santé de l'océan sous l'action de l'homme. C'est pas que le climat, c'est les plastiques, donc ça, il y a une prise de conscience et ça devient un enjeu. C'était aussi un des sujets du One Ocean Summit. Et puis, il y a une compétition qui n'est pas qu'économique, elle est aussi technologique. Et quand on parle de la Chine en particulier, on voit qu'il y a une compétition sur les technologies numériques avancées, où chacun veut être le premier, mais il y a aussi une compétition capacitaire. Si vous regardez le programme spatial chinois, vous allez trouver un espèce de Copernicus bis, en fait. Donc, si vous regardez ce que font les Russes, ils ont placé un géostationnaire sur l'Atlantique. Pourquoi faire? Pour avoir de l'imagerie de l'équateur au pôle pour contrôler la route nord. Et puis il y a des tensions géopolitiques, je ne risque pas d'avoir à insister beaucoup en ce moment. Donc en fait, ce contexte amplifie un certain nombre d'enjeux qui sont environnementaux, socio-économiques, de souveraineté, c'est un mot fort qui apparaît de plus en plus souvent, pour le domaine maritime. Bon, alors réduction des émissions et des pollutions, adaptation au changement climatique, on en a entendu parler dans des exposés précédents, développement d'une économie maritime compétitive et respectueuse des écosystèmes, la haute mer, bien commun, utilisation libre et durable, ça c'était aussi un sujet du One Ocean Summit. Et puis la sécurité en mer, dans tous les sens du terme, l'importance de la force stratégique, océanique stratégique et de la dissuasion. L'actualité ne fait que nous le rappeler. Alors il y a quand même un impératif transversal qui se fait jour, et Pierre a beaucoup insisté là-dessus, c'est faire progresser une connaissance de plus en plus intégrée de l'océan. La physique, certes, la biogéochimie, mais aussi les impacts, la relation avec le vivant, la relation avec la ressource. Et donc c'est ça qui est l'enjeu du jumeau numérique, je vais y revenir, mais aussi c'est ça qui motive de nouvelles observations. Laurent Kerleguer a noté qu'on connaissait officiellement assez peu la bathymétrie de l'océan, et donc il y a besoin de mesures. Il y a des nouveaux systèmes comme les gliders ou les véhicules autonomes sous-marins, les satellites, etc. Bon, l'agenda de l'Union européenne, on en a parlé, le Green Deal, la révolution numérique et cette fameuse mission Océan qui a d'autres noms ailleurs. Bon, les enjeux pour la France, Laurent a expliqué que nous avions la deuxième zone économique exclusive du monde. Alors le jumeau numérique, ça c'est un concept qui a été publié par la Commission qui explique un peu de quoi il s'agit. Alors c'est d'abord une architecture technique avec des capacités de calcul, des capacités d'observation, des capacités de gérer des workflows, enfin des chaînes de tâches. C'est aussi un cloud, c'est aussi des outils d'intelligence artificielle pour traiter grand volume de données, ça a été dit aussi. Mais ce qui est très important, c'est que le Digital Twin, on intègre des scénarios d'impact. L'objet, c'est de vouloir d'évaluer des scénarios, des politiques publiques, leur impact, etc. Donc c'est vraiment plus que l'océan, c'est l'océan et tout ce qui a un impact sur l'océan. Et donc c'est faire communiquer des jeux de données, des systèmes, des modèles, et surtout dans une logique ouverte où on va pouvoir apporter son scénario et voir comment on peut le jouer et lui faire dire ce qu'il faut pour aider des décisions. Donc c'est un concept, c'est pas quelque chose qui va être définitif, c'est-à-dire que
le jumeau numérique, il y aura une première version, et puis il y en aura d'autres. Ça va être un développement continu. Donc il faut être attentif à ça et à établir les bonnes priorités pour obtenir des résultats à relativement court terme, sans avoir les yeux plus gros que le ventre, pour décourager les politiques en leur laissant espérer des choses qu'ils n'auront pas demain matin, mais simplement après-demain. Alors, Pierre a parlé de Wikeo. C'est une plateforme cloud distribuée qui permet d'accéder à toutes les données Copernicus. Et c'est distribué, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs clouds que l'utilisateur voit comme un seul. Mais c'est aussi une plateforme qui permet d'accueillir des projets avec des ressources de calcul. Donc c'est un outil ouvert. Donc c'est un concept en termes d'architecture technique qui est intéressant, mais qui doit être élargi à d'autres données et à la capacité de faire travailler des modèles ensemble en termes de couplage, etc. Alors pour l'observation, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais me borner à l'altimétrie puisque ça a été le sujet du jour. Bon, pour le jumeau numérique, l'un des enjeux, c'est la très haute résolution. Et donc il faut aussi accroître la résolution des observations depuis l'espace pour résoudre des échelles plus fines. Alors, on a commencé un petit peu, ça n'a pas été dit, mais avec Cryosat et le mode SAR de l'altimètre, on s'est aperçu qu'on pouvait échantillonner jusqu'à 300 mètres le long de la trace au lieu d'1 kilomètre. Et on a mis en place ce mode sur Sentinel-3, Sentinel-6, c'est-à-dire que le long de la trace, on a plus d'échantillonnage. Et on sait que pour aller, il y a des signaux importants au-delà à des échelles inférieures à 200 km, et c'est l'un des enjeux. Maintenant, pour aller plus loin, il faut soit davantage d'orbites, c'est-à-dire des constellations de petits satellites, et ça, il y a un certain héritage avec Altica, donc c'est une option. Et puis l'autre option, c'est l'altimètre à large fauché, qui permet de résoudre des échelles jusqu'à 40 km, qui est plus complexe. Donc la grande question pour la seconde génération de satellites d'altimétrie de Copernicus, c'est de choisir le bon équilibre entre ces types de concepts et de technologies. Alors le bon équilibre au sens de la performance, mais aussi au sens des coûts, parce que tout ça coûte assez cher. Et il faut garder de l'argent pour les services, Pierre. Donc c'est l'une des questions qui est en cours, il y a des études, et il faudra prendre des décisions dans le cadre de Copernicus là-dessus. Alors ça, c'est Mercator Océan qui m'a fourni cette... Là, je vais aller vite, mais en fait, on montre que par des simulations, si on a, c'est dans le cas de l'altimétrie à haute fauchée, SWOT, on montre qu'on peut réduire l'erreur significativement pour des échelles inférieures à 200 km, ce qui est bien le sujet. Bon, je passe là-dessus, c'est la biogéochimie, l'océan vert. Là aussi, on a des missions Copernicus, couleur de l'eau, et il y a des progrès à faire. Alors, Kinéis, il reste à faire. Bon, dans le cadre du jumeau numérique, il faut faire le trait d'union avec le vivant, avec les activités humaines. Et là, la constellation Kinéis, avec 25 satellites, 5 plans orbitaux, va apporter pour l'Internet des objets, va apporter une dimension nouvelle et renouveler la capacité Argos actuelle. Donc ça fait partie, d'ailleurs si vous regardez le schéma sur le concept jumeau numérique, vous verrez IoT, c'est l'un des éléments. Alors à Toulouse, l'océan parle à l'atmosphère, Météo France parle avec les océanographes, et en fait l'un des sujets importants d'avenir, c'est le développement de la modélisation couplée. Je crois que Marc Ponto a parlé des phénomènes CFNOL. Ici, j'ai repris Katrina. Donc, la NOAA on sait assez bien prévoir la trajectoire des cyclones, mais mal encore l'évolution de leur intensité. Et ce que faisait la NOAA avec l'altimétrie, c'est d'essayer de corréler l'intensité d'un cyclone avec le contenu thermique océanique qui alimente ce cyclone. C'était assez empirique, mais maintenant, c'est encore au stade de la recherche, et on voit qu'on peut faire de la modélisation couplée. Ici, c'est utilisé à Rome à très haute résolution, en couplant avec l'océan, et on voit, ici, vous avez à droite
c'est le minimum de pression qui est un proxy de l'intensité du cyclone. On voit qu'on fait beaucoup mieux avec un modèle couplé à haute résolution, c'est la courbe rouge, et aussi en RMS par rapport aux analyses reconstituées. Donc le couplage, c'est aussi important, mais comme l'a dit Pierre, il est absolument important, essentiel, de garder une logique sectorielle pour passer à l'échelle du jumeau numérique, sans quoi on va se diluer dans l'effort. Alors le futur, c'est aussi l'assimilation couplée. Le Cerfax a développé des coupleurs qui sont utilisés ici, mais le futur, c'est aussi l'assimilation couplée des données atmosphériques et océaniques, ce qui est un enjeu. Alors pour terminer, vous vous souvenez que les percées sont liées à une mission scientifique qui était Topex Poséidon. Et il faut, c'est plutôt un message pour le CNES en l'occurrence, mais aussi pour l'ESA, il faut faire très attention à l'ère du New Space, où il y a une certaine fascination pour des enjeux économiques à court terme, à ne pas négliger les missions en sciences de la Terre, qui sont particulièrement exposées. Par exemple, à l'ESA, il y a un programme unique qui s'appelle le programme Enveloppe, qui contient des missions scientifiques sur Earth Explorer. Ce programme est sous-souscrit, et on voit ce programme en déclin. Donc il est essentiel de garder des efforts de ressources pour développer de nouvelles missions scientifiques. Ici, vous voyez CFOSAT, qui pourrait être le précurseur de nouvelles observations des états de mer, mais c'est valable dans toutes les disciplines. Donc, il faudra que Toulouse reste aussi une capitale des missions scientifiques spatiales. Voilà, j'en termine. Merci.